1910 déjà, le cinéma exportait les charmes des provinces françaises. Une chaloupe, une mer démontée, quelques bigoudaines crochetant sur la lande, voilà la Bretagne vue par les Parisiens au temps de Théodore Botrel. Ce court-métrage était probablement destiné à nos voisins belges et néerlandais. Il dormait dans les archives d'un lycée de Quimper. Quant aux couleurs, nous les devons à la patience d'un artiste, qui aura dû peindre chaque image au pochoir. Le décor est planté. Quelle autre alternative pour ces communautés littorales que de tirer leur subsistance de l'immense vivier qui s'offre à leurs pieds? Tant de richesses à portée du filet, de l'hameçon, du casier. La vocation des hommes est de prendre la mer à bord de leur bateau, quoi qu'il en coûte. Le métier des femmes est de tenir la maison et d'attendre le retour du pêcheur, en priant le Seigneur que la mer soit douce, car il arrive parfois qu'elle reprenne soudain tout ce qu'elle a donné. La Bretagne maritime est souvent associée à cette image romantique de la mer cruelle. Jean Epstein fait partie de ces cinéastes fascinés par l'océan et les gens assez téméraires pour s'y aventurer. Il disparaîtra peu de temps après avoir tourné Les Feux de la mer en 1948. À l'instar de Robert Flaherty filmant les Inuits, il dramatise le documentaire en y introduisant la fiction. Ici, l'angoisse d'un jeune gardien lors de sa première vacation dans un phare isolé, planté comme un défi entre Ouessant et Molène, dans le terrible courant du Fromveur. Malgorn! Le sort des gardiens d'Armen n'est guère plus enviable. Que d'acrobatie pour prendre d'assaut cette tour infernale érigée à l'extrémité de la chaussée de Saint. Tournée en 1958 par Raymond Vogel et Alain Camincker, La mer et les jours met en scène quelques-uns des thèmes fondateurs de la mythologie maritime bretonne. On y voit la cruauté de l'océan où tant de vies se sont éteintes, à commencer par celle d'Alain Camincker, enlevée par une lame pendant le tournage. On y voit la résignation des vivants dont la douleur ne s'apaise que dans la religion et l'espoir d'un monde meilleur, sans tempête ni naufrage. On y voit enfin le fatalisme des gens de mer face à leur destin auquel nul ne saurait échapper. Les petites filles inventaient la mer. Elles savaient déjà qu'elles la trouveraient toujours devant elles, que leur vie serait toujours modelée par la mer et menacée par elle. Ce mousse s'est probablement résigné à son existence. Au mois de mars, il a embarqué à Saint-Malo sur un 3-mâts goélette à destination de Terre-Neuve. Il n'en reviendra qu'en septembre, lorsque les arbres commenceront déjà à perdre leurs feuilles. Entre-temps, il aura vécu 6 mois de froid, d'humidité, de promiscuité, de brimade. Car les novices des morutiers sont souvent les souffres-douleurs de l'équipage. Pauvres gosses arrachés au giron de leur mère pour entrer au service de pêcheurs dont le principal défoulement est de les houspiller. Votre colis,
Et votre lettre m'ont fait ben plaisir, écrivait l'un d'eux à sa marraine. Recevoir tout ça dans ce sale pays, ça fait plaisir plus que vous ne pensez. Surtout entendre quelques bonnes paroles comme d'une maman. Tenez, vous m'avez fait pleurer. Le capitaine m'avait flanqué sa main sur la gueule sans raison, et votre lettre m'a consolé. Excusez si ma lettre sent mauvais, ici tout pue. Sale pays, sale mer, sale morue. La morue, le seul mot du calendrier de Terre-Neuve. La morue, le seul maître à bord avant Dieu et le capitaine. Par quelle misère ne passerait-on pas pour être le premier à débanquer, la cale pleine? Quand le poisson donne, pas question de l'embiner. Il faut d'abord bouetter les lignes avec les bulots, plonger les mains engourdies dans les mannes d'osier hérissées d'hameçons, comme autant de buissons de ronces. Alors les Doris s'égayent à 2 ou 3 milles autour du navire à l'ancre pour aller mouiller leurs lignes. Ils seront de retour à la nuit tombante, si la brume entre-temps ne vient pas les égarer. Quelques heures de sommeil et avant l'aube, les Dorissiers reprennent déjà la mer. Il faut aller relever les lignes, un travail éreintant qui va durer entre 4 et 8 heures, selon la pêche et l'état de la mer. La morue s'entasse au fond de l'esquif, qui s'enfonce, le liston au ras de l'eau. Une fois la dernière ligne bien lovée dans sa manne, les voiles sont établies, les avirons bordés pour rejoindre le navire et y transborder la pêche du jour. Sur le pont, le travail du poisson se fait à la chaîne. Le piqueur plante la morue sur un crochet et lui ouvre le ventre, libérant les viscères dont seul le foie sera récupéré. Il servira à la confection de la fameuse huile fortifiante, cauchemar de générations d'enfants malingres. Ensuite, le décolleur décapite la morue, avant qu'elle n'atterrisse sur la table du trancheur, l'artiste de l'équipage, le mieux payé aussi, car de son talent dépend le rendement de la chaîne. C'est lui qui, d'un habile coup de couteau, enlève l'arête centrale. La morue, ainsi transformée en poisson plat, est alors confiée au laveur, puis à l'affaleur qui jette le poisson dans la cale, où le saleur le couchera dans ses draps de sel, selon un dosage précis, faute de quoi il se gâterait. Au temps des voiliers, nombre de campagnes étaient endeuillées par des naufrages. Mais la moitié des décès étaient dus à des blessures ou des maladies mal soignées. C'est pour soulager cette misère qu'en 1894 sera fondée la Société des œuvres de mer. Tous les Terre-Neuvas se souviennent avec émotion des navires hôpitaux de cette organisation caritative. Aucun n'a oublié le célèbre père Yvon, qui était attendu sur les bancs comme le Messie. Car le saint homme apporte aux forçats de la mer le soulagement du corps et de l'âme. Il est aussi le messager des familles qui n'ont pas manqué de lui confier lettres et colis. Alors les hommes se plaisent à exprimer leur joie par quelques pitreries, quelques pantomimes singeant la tendresse dont ils sont sevrés. Ainsi va la vie des Terre-Neuvas, qui ne retrouveront leur parentèle qu'à l'heure des frimas. Si la morue a fait la fortune des armateurs de la côte nord, la sardine de tout temps nourrit les pêcheurs de la Bretagne atlantique.
À l'aube de ce siècle, le seul port de Douarnenez accueille 800 chaloupes sardinières armées par 4000 marins. Vers la mi-juillet, lorsque les bancs arrivent en baie, c'est une véritable ruée vers l'or. Toute la population alentour cherche un bateau sur lequel embarquer. Marins, paysans, artisans, invalides, galopins. Chaque lundi, dès 3 heures du matin, c'est une véritable marée humaine qui dévale les ruelles du port. Car la sardine se pêche à l'aube. Les bancs sont attirés vers les filets par la rogue de morue répandue à proximité. Au temps de sa gloire, Douarnenez importait ainsi la moitié de la rogue, débarquée en France par les caboteurs norvégiens. Les capitaines de Bergen y étaient si familiers qu'en douarnenistes, on dit parler bergois pour baragouiner. Traditionnellement, on capturait la sardine à l'aide d'un filet droit, posé en travers de sa route. Et puis la bolinche a remplacé le filet maillant. Cette fois, le banc est encerclé par une immense seine manœuvrée à l'aide de l'annexe. Une fois le piège refermé, le filet est ramené contre le bord et il suffit de se servir, à l'épuisette. Dès la fin de la matinée, tous les bateaux sont de retour. À l'époque des chaloupes, avant la grande crise des années 1900, provoquée par plusieurs étés de pénurie, le port offrait à l'heure de la débarque le spectacle d'une étonnante animation. Tandis que la brise gonflait les voiles des filets bleus hissés aux mâtures, une noria de pêcheurs en vareuse transbordait les caissettes de poissons sous l'œil attendri des premiers estivants. On pouvait gagner son année en un seul mois d'été ou s'échiner à rembourser ses dettes, faute d'avoir trouvé le poisson espéré. Ici, l'on vit au jour le jour, riche comme Crésus une année, pauvre comme Job l'année suivante. Les femmes employées aux conserveries sont assujetties aux mêmes fluctuations. Si les filets sont vides, elles resteront à la maison. Dans le cas contraire, la sirène de l'usine les appellera à leur poste. Souvent, pour se donner du cœur à l'ouvrage, les pennes sardines chantent à tue-tête, avec la bénédiction de la surveillante qui sait bien qu'on ne peut s'endormir au milieu d'un refrain entraînant. Car les jours d'affluence, la nuit est déjà bien avancée lorsque toutes les sardines sont enfin allongées, en quinconce dans leur petit cercueil de fer blanc. Elles iront alors couler des jours paisibles dans le buffet des ménagères pour faire un jour le bonheur des gourmets. À Douarnenez, la sardine a modelé un tempérament singulier. Plus cigale que fourmi, le douarneniste n'aime rien tant que de partager son plaisir. La fête générée par l'argent facile des pêches miraculeuses, il l'a dans le sang. Ainsi s'explique peut-être la pérennité des gras. 4 jours et 4 nuits de liesse et de libation. Ici, la tradition du carnaval remonte au moins à 1835. Cette année-là, le maire avait pris un arrêté. Tout individu qui se montrera masqué, déguisé ou travesti ne pourra porter ni bâton, ni épée, ni autres armes. C'est que pendant les gras, tout est permis, car les rôles sont inversés. Voyez cette mascarade de noces, une tradition qui aurait été introduite en 1921 par les voisins et rivaux tréboulistes. Quelle belle occasion de brocarder les institutions. Le rude pêcheur au mollet velu se métamorphose en une gracile mariée. Le pauvre hère prend du galon, il se glisse dans la peau du notable, habillé comme un prince. Les hommes empruntent le sexe et les atours des demoiselles d'honneur, troquant leurs fameuses galettes pour la coiffe de dentelle. Pas une femme n'oserait s'immiscer dans le cortège. Elle n'y aurait pas davantage sa place qu'à bord d'un bateau. Les lampions éteints, les chanteurs rentreront chez eux au petit matin pour y soigner leur extinction de voix.
Chacun jettera sa défroque de carnaval pour retrouver sa place dans la communauté. Les pêcheurs reprendront la mer et les ouvrières le chemin des conserveries. À Concarneau aussi, la sardine a nourri nombre de familles. Mais les bateaux y viennent décharger bien d'autres espèces. Et tous ces poissons digérés par la panse des chaluts ou piégés par l'hameçon des palangres seront débarqués sur les quais. Grand port sardinier, Concarneau arme aussi au thon, même si en Bretagne, la primeur de cette pêche revient à l'île de Groix. Mais les Concarnois ont toujours su saisir les opportunités. Et le thon, qui se pêche en été dans le golfe de Gascogne, est une aubaine. Il peut faire la fortune d'un équipage. Véritable archétype du voilier traditionnel, le dindé thonier, apparu en 1880, est resté jusqu'aux années 50 l'outil idéal pour cette pêche hauturière. Déployés comme les antennes d'un insecte, les tangons permettent de traîner une douzaine de lignes, sans compter les quelques autres arrimées à l'arrière, sur l'artimon et le couronnement. Ces lignes sont armées d'un gros hameçon, garni d'un leurre en crin. Et il n'est pas rare qu'elles se tendent toutes simultanément. C'est alors un charivari de cris, d'éclaboussures et de battements de queue. Les dallots crachent le sang du carnage, rougissant de sillage. Au temps de la voile, c'était une pêche agréable et souvent lucrative, pour laquelle les marins à la retraite n'hésitaient pas à reprendre du service. Et puis le moteur a chassé le dindé. Certes, les tangons continuent encore à déployer leurs lignes de traîne, mais d'autres techniques sont venues les concurrencer, comme les grandes seines ou les cannes boîtées à l'appât vivant. Cette méthode est ici employée par le thonier concarnois Hippomène, patron Joseph Briand. En 1958, un jeune étudiant armé d'une caméra 16 mm avait mis son sac à bord. Il s'appelle Michel Mazéas. Il est fils de pêcheur et sera bientôt élu maire de Douarnenez. On a dit la misère des marins, on a dit leur souffrance. Ces belles images disent aussi leur plaisir quand le poisson abonde et que la mer est jolie. Lorsque reviennent les dindés, après 2 semaines de campagne, les thons sont aussitôt acheminés vers les conserveries. Jusqu'aux années 20, avant qu'ils ne soient stockés dans la glace, les germons étaient pendus à des tréteaux fixés sur le pont. Il n'était pas rare alors que les poissons soient gâtés à l'arrivée. Et les pêcheurs avaient coutume de raviver au vinaigre l'éclat de leurs yeux trop éteints pour tenter de tromper la vigilance des senteuses mandatées par les usines. Le retour de pêche est toujours un moment de détente. Les marins qui habitent sur place sont bien sûr impatients de rentrer chez eux après 15 jours d'absence.
Les autres, qui ne sont là qu'en escale, prennent le temps de souffler un peu. Ils partagent souvent la fameuse côtriade, cette soupe de poisson à base de pommes de terre, d'oignons et de sardines, sempiternel repas du pauvre, qui sera parfois relevé d'un grondin ou d'un congre. Cap-sur-Audierne au début des années 50, un port langoustier dont la flottille exploite les fonds rocheux de la chaussée de Saint. Le Stalingrad, sur lequel nous allons embarquer, est un malamoc de 15 mètres, patron Alain Glohaguin. Ces campagnes durent une dizaine de jours, le temps de remplir le vivier. 800 kilos de grondins sont embarqués pour appâter les 210 casiers. Une fois sur les lieux de pêche, après quelques heures de route, les 7 filières de casier sont mouillées. Elles seront relevées 2 ou 3 fois par jour. Aussitôt libérées de leur piège, les langoustes sont désarmées, le tendon de leur pince prestement sectionné d'un coup de couteau. Ainsi ne risqueront-elles pas de se mutiler pendant leur séjour dans le vivier. Autrefois, seuls les caboteurs qui collectaient les crustacés des petits ports langoustiers étaient dotés d'un vivier. Et puis les bateaux de pêche ont adopté à leur tour cette cale inondée qui leur sert de lest liquide. Cela leur a permis de rester plus longtemps en mer, d'aller plus au large, toujours plus loin du port d'attache, en Cornouailles anglaise, en Espagne, au Portugal, en Mauritanie. Certains ont même poussé jusqu'au Brésil et en Afrique du Sud. S'il est un port voué à la langouste, c'est bien celui de Camaret. En 1958, lorsque ce film a été tourné, la pêche mauritanienne est à son apogée. Sur le sillon, les chantiers navals tournent à plein régime. Voici la construction de l'un de ces grands langoustiers, le dernier outil des seigneurs de la mer. Après la pose de la quille, les charpentiers lèvent au palan les énormes couples qui vont constituer la cage thoracique de ce bateau d'une trentaine de mètres. La charpente achevée à l'herminette, le squelette n'attend plus que sa peau. Pour épouser les formes arrondies de la carène, les épaisses planches sont mises en place à la masse et plaquées contre les membrures, à l'aide de puissants serre-joints. Une opération impossible lorsque le cintrage est trop important. Dans ce cas, il est nécessaire d'étuver les bordées. Un séjour prolongé dans la vapeur les assoupira et leur permettra de plier sans se rompre. Mais il faut faire vite, car à mesure qu'elle refroidit, la planche retrouve sa rigidité. Gare aux brûlures. Lorsque tous les bordés sont en place, y compris la chlore qui ferme la coque, il reste à garnir les coutures d'une mèche d'étoupe, afin d'éviter que l'eau n'y pénètre. C'est le calfatage. Sur un navire de cette taille, cela représente plusieurs kilomètres de joints, sans compter le pont qui doit lui aussi être calfaté et dont les coutures seront passées au brai bouillant. Les ponts vernis, c'est bon pour les yaks. Pas de fantaisie non plus pour la peinture. Le langoustier sera blanc, comme beaucoup de Mauritaniens camaretois de cette époque. Le lancement d'un bateau est à la fois technique et solennel. Les gestes ultimes y prennent une dimension qui les apparente à un rituel. Comment ne pas penser à une naissance ? Comment ne pas assimiler à des accoucheurs ces hommes occupés à délivrer le bateau des derniers liens qui l'unissent à la terre ? Et lorsqu'enfin la coque glisse sur sa rampe suiffée et plonge l'étambot dans l'eau, comment ne pas songer qu'une vie commence à cet instant ?
En août 1956, 2 ans avant que l'Armorique ne s'élance vers le banc d'Arguin, le Malamocque aconite était lancé à Douarnenez. Cette fois, la coque repose sur un chariot tiré jusqu'au quai à l'aide d'un palan. L'étrave soulevée au cric, le bateau bascule dans l'eau de Port-Rue et traverse la Ria. Une haussière permettra de le retenir, car l'administrateur a exigé qu'il n'y ait personne à bord. C'est un grand moment pour les charpentiers du chantier Marcel Le Gall et pour René Balanec, le patron de ce bateau de 17,50 m. Eugène Le Léon, l'un des 3 actionnaires du bateau, fait le tour du propriétaire avec femme et enfants. Dès le mois prochain, René Balanec partira dans le Sud-Irlande avec ses 15 matelots pour une saison de palangre. En février, il armera au maquereau de filet et en juin, ce sera le thon. Ainsi fera-t-il pendant 15 années avant de vendre son bateau à un pêcheur malouin. Ce Malamocque doit peut-être sa belle carrière à la bénédiction reçue le jour de son baptême. Ici, la religion est si présente que le jour de la fête Dieu, il arrive parfois que le Saint-Sacrement fasse un détour par un reposoir installé sur le pont d'un langoustier. Les mères viennent même y présenter leur dernier-né, façon de les placer sous une bonne étoile. Autre tradition douarneniste, la bénédiction de la mer, qui a lieu chaque année en juin, juste avant la campagne de thon. Ce dimanche-là, c'est une flottille pavoisée qui apparaît pour un tour en baie, avec un chargement de passagers à faire frémir un administrateur maritime. La présence des usines a forgé une solide tradition ouvrière à Douarnenez, mais l'Église n'y a jamais perdu ses droits. Voter rouge n'empêche pas de respecter les usages. Et puis, quand on exerce un métier dangereux dont les résultats reposent sur la chance, mieux vaut mettre le bon Dieu de son côté. Au siècle dernier, on pensait dur comme fer qu'un bateau qui avait négligé de participer à la bénédiction de la mer ferait mauvaise pêche. Cette année, Monseigneur Fauvel, l'évêque de Quimper, est venu présider la cérémonie. Le voici debout sur le plat-bord, distribuant ses coups de goupillon, tout en s'efforçant de conserver son équilibre. La fête s'achève dans le recueillement. Des couronnes de fleurs sont jetées à l'eau, à la mémoire des péris en mer. Car la tempête est parfois plus forte que le bon Dieu et tous ses saints. La recherche dura des heures. Et dans un temps assez court, on eut découvert tous les survivants de l'Anne Gaston et les autres. L'hélicoptère de la protection civile vint chercher les blessés, parmi lesquels le Mousse. Son père était l'un des 2 morts. Toute la population de l'île accompagna les morts. Et le lendemain
fut un jour comme les autres. Chaque matin, dans tous les ports de Bretagne, les hommes reprennent la mer. En Manche comme en Atlantique, en rade de Brest comme dans le golfe du Morbihan. Cette petite mer, dont la légende dit qu'elle compte autant d'îles que de jours dans l'année, est aussi le conservatoire d'une flottille singulière de plattes, de chalands ostréicoles, de synagogues et de forbans. Nous sommes en 1949. Un opérateur est venu filmer un grand événement qui a lieu chaque année dans le village de Tour-du-Parc, proche de Sarzeau, la journée de dragage des huîtres sauvages. C'est l'administration qui a institué cette tradition, car les bancs de reproducteurs nécessaires aux ostréiculteurs gagnent à être périodiquement tourneboulés, sans quoi les huîtres étoufferaient sous les strates de coquilles vides. Tout le monde y trouve son compte, à commencer par la population du village, qui voit là l'occasion d'un petit pécule à un moment où elle en a bien besoin. La pêche ne donne guère pendant l'hiver, et il y a tout autant de bouches à nourrir. Alors on vit à crédit. La vente des huîtres plates, dont le golfe est le bassin d'élection, permettra de rembourser le boulanger. D'ailleurs ici, on appelle ça le pain de l'hiver. Plates, canotes, sloops, synagogues, tout ce qui flotte est mis à l'eau. Et il faut faire fi ça. Chaque minute perdue est autant de moins dans la drague. On aura toujours le temps de se reposer ensuite, lorsque l'administrateur aura commandé l'arrêt des hostilités. En attendant, on drague le fond tant et plus, à la voile, à l'aviron, à la godille, dans la souffrance d'un travail épuisant et le plaisir d'une vraie fête collective. Cette fois, ça y est, échu en Abaden. La fête est finie. Il faut rentrer. Trier les huîtres, les nettoyer, les ranger dans les paniers, empiler les petites annexes dans la camionnette pour les ramener à la maison. Rude journée. Mais le boulanger sera content. Le pain de l'hiver a encore rempli ses promesses. On drague aussi les huîtres en rade de Brest, mais cette pêche reste occasionnelle. Ici, la pêche de drague d'élection, c'est la coquille Saint-Jacques. Un métier d'hiver qui se pratique depuis la fin du 19e. Le club des cinéastes amateurs de Brest a tourné ces images en 1949. Il était temps d'en profiter. Dans 3 ou 4 ans, la plupart de ces bateaux seront motorisés. Pour l'heure, on compte encore 150 sloops coquillés, des voiliers bien toilés, avec grand voile à cornes, focs et voiles de flèche, car il faut de la puissance pour traîner les 2 dragues sur le fond. On est parfois même obligé de ne mouiller qu'une drague et de border les avirons pour améliorer la marche. Quand il n'y avait pas de vent, se souvient un marin de l'époque, il fallait tirer sans arrêt sur les dragues et relâcher.
Ça faisait de l'exercice, ça les empêchait de se remplir de saleté en leur évitant de s'enfoncer dans le sable. Égard au sac de nœuds, car toute la flottille travaillait au même endroit, les bancs de coquilles étant relativement étroits. En outre, cette concentration permettait de mieux déterrer la coquille. Plus il y avait de passages de drague, plus le banc donnait. Évidemment, il arrivait que les dragues s'en mêlent, jusqu'à des douzaines parfois, qu'on passait des heures à débrouiller. Des collisions aussi, mais c'était finalement assez rare. Les patrons étaient de fins manœuvriers, et l'absence du bout de dehors facilitait les choses. Le bout de dehors, c'était seulement pour les régates. La journée est finie, et les sloops coquillers vivent leurs dernières années. Le moteur va bientôt s'imposer. Il va s'avérer si efficace que les bancs de coquilles Saint-Jacques en seront ravagés. Le risque de pénurie est moins grand avec le Goémon. Ces images ont été tournées en 1948 sur l'îlot de l'Édénès, juste devant le port de Molène. La côte déchiquetée du pays Pagan constitue à la fois un immense champ d'algues et un râteau naturel géant pour le Goémon d'épave. À l'origine, on se contentait de ramasser le Goémon échoué sur les grèves, pour se chauffer, pour amender les terres et pour nourrir le bétail. Et puis les chimistes ont découvert qu'en le brûlant, on obtenait de la soude, indispensable à la fabrication du verre. Dès lors, les léonards sont allés faucarder les champs de laminaires à bord de leurs bateaux. Nous voici maintenant sur l'île de Beniguet, à l'ouest du Conquet, en 1955. Une gabarre est venue s'échouer sur la plage pour y charger du Goémon. Il sera sans doute acheminé vers l'une des usines à iode du continent. Les derniers pigouillers, sobriquets désignant les goémoniers, depuis la fin du siècle dernier, viennent encore coloniser l'archipel de Molène. Dans le courant du mois de mars, ils quittent le continent et débarquent avec armes et bagages. La charrette démontée au fond du bateau, quelques vivres, un hamac. Les premiers pigouillers vivaient là, dans des cabanes si misérables qu'il fut décidé en 1949 de leur construire des maisonnettes de briques. Du matin au soir, ils s'activent, car les tempêtes d'hiver ont amassé des tonnes de goémons sur le littoral. Charger les canottes, charger les charrettes, étaler la récolte au soleil, en faire des petits tas chaque soir pour lui épargner l'humidité de la rosée, construire les meules sur un lit de galets, alimenter les fours, charger la gabarre avant que la marée n'arrive, voilà la vie du pigouiller. D'après un dicton local, pour faire un bon goémonier, il faut boire peu, manger peu, dormir peu et travailler beaucoup. Une vie moins agréable au bout du compte que celle de ces fringants étalons qui n'auront connu de Beniguet que les plaisirs d'une existence en totale liberté. Car la seule chose que l'on ait demandé à ces chevaux lâchés pour quelques mois sur la dune rase de l'île, c'est d'engraisser, un point c'est tout. Selon certains témoins, il y aurait eu une centaine de chevaux parqués à Beniguet. Les maquignons ont cependant réussi à leur passer le licol. Il le faut bien car les grandes vacances sont terminées. Une gabarre est échouée sur la grève qui attend son chargement. Tant bien que mal, la caravane s'organise et descend vers la mer. C'est là que les affaires se corsent, car il n'y a pas de quai à Beniguet, et c'est au treuil que les chevaux sont enlevés à leur petit paradis.
Véritables camions de la mer, les gabarres étaient accoutumés à transporter toutes sortes de marchandises. Bétail, légumes, goémons, bois, pierres, amendements marins. L'extraction du sable et du merle sera ainsi le dernier métier des gabarres de Lampol-Plouarzel. En voici une, justement, qui arrive sur son lieu de pêche, le gisement du Minou, dans le nord du goulet de Brest. À bord du canot, un matelot s'en va mouiller la seconde ancre afin d'immobiliser le sablier, sans quoi il éviterait et la benne perdrait son trou. Nous sommes à bord du Fleur de Mai, la gabarre de François Arzel, construite en 1950 au chantier Jacques de l'hôpital Canfroute. Aujourd'hui, elle charge du 13, un sable coquillé utilisé par les agriculteurs pour amender la terre. Au siècle dernier, ce gisement était déjà exploité par les chaloupes de la rade, que pour cette raison on avait baptisé Bagou-Minou. En ce temps-là, il fallait échouer sur la plage, malgré la houle qui y venait briser. Et l'on chargeait à la pelle, c'était une autre paire de manches. L'apparition de la benne mécanique a vraiment changé le métier. D'ailleurs, les gabarres se sont tout équipés d'un treuil, avant même que leur propulsion ne soit motorisée. La benne a libéré le gabarier du souci de l'échouage, toujours dangereux quand le bateau est en charge et que la mer se lève. Désormais, le sable se pêche au mouillage. Un sacré progrès. Cette fois, la cale est pleine. Le sable déborde même du panneau. Il est temps de déraper l'ancre avant la renverse, qui lève dans le goulet un clapot toujours dangereux lorsqu'on est chargé. On a vu des sabliers couler comme des pierres. La marée n'attend pas. Cap sur Landerneau. Une fois passé le pont de Plougastel, le port n'est plus qu'à quelques méandres. François Arzel les connaît comme les allées de son jardin. La routine, quoi. Les gabarres de l'Iroise se sont longtemps livrés à un autre trafic propre à la côte léonarde, celui des oignons. Chaque année, à la fin du mois de juillet, juste après le pardon de la chapelle Sainte-Barbe, une armée de colporteurs originaires de la région de Saint-Paul embarque avec leurs oignons sur un caboteur à destination de Plymouth. Le Saint-Maudan que nous voyons ici dans le port de Roscoff est un petit cargo. Ce film a été tourné en 1955 et les voiliers de charge n'arment plus désormais qu'au bornage. Ce n'était évidemment pas le cas en 1828, lorsque Henri Olivier, un jeune cultivateur de Roscoff, eut l'idée de remplir d'oignons la cale d'une gabarre et de cingler vers l'Angleterre pour tenter d'y écouler sa production. Il y parvint sans mal, car le beau rosé de Roscoff est le roi des oignons. Les Anglais en raffolent. Ainsi commença la saga des Johnnies, les colporteurs d'oignons Léonard. Au début du siècle, ils sont plus de 1200 à arpenter les rues de la Cornouaille, du Devon, du Dorset, du Hampshire. Ils ne connaissent pas 3 mots d'anglais, mais chaque jour ils vont de cottage en cottage faire la tournée de leurs clients, à pied, à bicyclette, en camionnette. Les Anglais les surnomment volontiers bell breakers, les briseurs de sonnettes. Mais les Johnnies sont toujours bien accueillis, car outre-Manche, on a coutume d'affirmer « An onion each day keeps the doctor away ». Un oignon chaque jour éloigne le docteur.
Le petit havre de Port-Spoulan sera la dernière escale de notre croisière dans la mémoire. Une crique minuscule nichée au fond de la baie d'Audierne, si mal abritée de la houle qu'en hiver tous les canots sont tirés à terre. Ici, la plupart des pêcheurs sont des marins retraités. Ils ne sortent qu'en été. À la mauvaise saison, ils ravaudent leurs filets, réparent leurs casiers et tapent la belote coinchée au café-épicerie. Allez. Tu n'as pas joué? Pour bien faire. On arrive toujours, quoi. D'accord, je n'aurais pas dû te le dire. Ah, ouais. Tout. Voilà. Allez, mon un petit rouge. 21, 25, 28, 30, 33. Le riz et des mandarines, tu as pesé, non? Oui. Donne-moi une boîte de sucre. Regarde. Tu n'as pas fait, regarde? Ah, non, alors. Ah, mais ouais, pour 300 balles, quoi. Voilà une belle affaire pour 300 francs, là. Ah, ouais. Pour une boîte de goût, là, il faut demander avec le garde. On lui donne 150 francs, et puis c'est terminé, puis tu envoies une tonne si tu veux. Mais oui. Oh, Quand reviennent les beaux jours, le port lilliputien retrouve son animation. Le treuil est graissé, les canottes mouillées sur leurs coffres à l'abri des courtes jetées. Chacun s'active autour de son bateau pour en raviver les couleurs, en revigorer les pistons enroués par des mois de léthargie. Et oui, la roue du temps est l'engrenage du progrès. Désormais, tous les ports de Bretagne se réveillent dans la pétarade des moteurs. À Port-Spoulan comme ailleurs, la voile au travail n'est plus qu'un souvenir. Un souvenir que les grands-pères se feront un devoir de transmettre à leurs petits-enfants, afin qu'ils sachent au moins que tout cela a existé. Les larmes du mousse de Terre-Neuve, le bruissement de la misaine, la noblesse altière des dindés, le staccato de l'herminette et les cabanes des pigouillés. Au soir de leur vie, les pêcheurs de Port-Spoulan continuent de caler leurs filets pour le plaisir d'offrir à leurs petits-enfants cette provende océane dont la cueillette fut leur métier. Et quand viendront les bruines de l'automne, peut-être prendront-ils un couteau pour leur sculpter une maquette et faire revivre encore cette époque héroïque où les bateaux marchaient au seul gré du vent.